Mesdames, Messieurs, nous allons passer donc à la table ronde. Donc, nous avons le plaisir de retrouver Nicolas Babet. Maria, j'ai peur d'écorcher ton nom. Comment ça se prononce ? Ah oui, effectivement. Non, je ne l'aurais pas prononcé du tout comme ça. Donc, dont Nicolas nous a déjà parlé, qui est une collègue qui est économiste, c'est ça ? Non, tu n'es pas du tout économiste. Me voilà bien... Vas-y. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, c'est Maria Soken et je suis de formation ingénieure en informatique. Et les 10 dernières années, j'ai shifté en informatique de gestion. Et actuellement, donc, je suis responsable de l'Institut de digitalisation des organisations. C'est l'acronyme IDEO que vous voyez. Et donc, je suis désolée, Maria, parce que confondre en plus l'économie avec les sciences de gestion, ça n'a rien à voir. Et puis, nous avons avec nous Benjamin Pradel, fondateur, sociologue de formation. Cette fois-ci, je n'ai pas dit de bêtises, qui est fondateur d'une structure dont il va vous parler, qui s'appelle Intermed. Peut-être juste avant de laisser nos collègues se présenter, vous dire pourquoi quand même cette question des friches, parce qu'il est apparu assez rapidement que dans la question de la ville durable, il y avait quand même un enjeu à penser les friches, à ne pas les laisser en jachère ou en ruine, et que se posait la question aussi de rôles potentiels ou des problématiques potentielles liées à différentes formes de modélisation, pas forcément numériques, autour de la question de la reprise des friches, et puis aussi plein d'autres expérimentations qui étaient en jeu. Et donc, on a pensé que c'était intéressant d'avoir ce débat-là avec des collègues qui se saisissaient de la question. Donc, comment ça va se structurer ? On va laisser Benjamin se présenter un petit peu et présenter Intermed, puisqu'il y a déjà eu une première présentation, introduction du côté de Suisse Rénov'. Et après, avec Éléonore, nous avons préparé des questions très sérieuses auxquelles nos invités essaieront de répondre. Et puis, on essaiera aussi de vous laisser un temps assez important pour pouvoir interagir et poser toutes les questions que vous avez envie de leur poser. Donc, Benjamin, je te laisse la parole, peut-être pour prendre un peu de temps pour nous présenter qu'est-ce que c'est qu'Intermed et puis ce que vous y faites. Merci de l'invitation. Donc, en préambule, effectivement, donc Intermed est une coopérative, une SCOP, comme on dit, qui a été fondée d'abord en statut associatif fin 2018 par 3 cofondateurs, donc Thomas Poisson, ingénieur, qui a beaucoup travaillé sur la friche La Belle de Mai à Marseille, Isabelle Chenevez, qui est une politiste, sciences politiques, sciences territoriales, et moi-même qui suis sociologue et urbaniste. On a créé cette structure en 2018, alors que sur la métropole de Lyon commençaient à se dessiner les premières envies, les premières briques de ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbanisme transitoire. Nous étions tous les 3 dans d'autres coopératives avec nos métiers respectifs, mais on a mis ensemble un temps commun et une énergie commune pour créer Intermed, spécialisé donc sur l'occupation temporaire ou transitoire des friches et des bâtiments vacants. Cette association s'est déployée jusqu'au 1er janvier 2024, où nous avons transformé l'association en coopérative, ce qui était le but initial. Et en augmentant, en agrandissant notre offre de services. Et donc aujourd'hui, Intermed travaille sur la question de la transition et de la transformation, à la fois des lieux, en proposant une offre de services sur de l'occupation transitoire, mais aussi sur de l'AMO plus classique et la création de tiers-lieux notamment. Nous sommes notamment opérateurs du programme France Tiers-lieux en région Aura, mais pas que. Et puis une autre offre plus soft, on va dire, sur dynamique territoriale et prospective des modes de vie, où là, on accompagne les territoires sur des questions de politique publique et sur des questions de prospective. Et à ce titre, notamment, je suis veilleur du réseau de prospective de la métropole de Lyon, où j'ai pu d'ailleurs travailler un peu sur l'urbanisme transitoire pour les cahiers du millénaire 3. Donc c'est la casquette plutôt sociologue urbaniste, mais cofondateur d'Intermed que je prends aujourd'hui pour présenter un peu cette structure. Et je vais plutôt présenter justement la question des friches, puisque c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Intermed propose, on va dire, toute une série de compétences sur la revitalisation, la réactivation des friches industrielles,
friches industrielles qui sont très hétérogènes, hein, parce qu'on peut avoir des halles industrielles, on peut avoir des bureaux dans les friches industrielles, on a aussi des espaces extérieurs, et nous prenons en charge depuis les études de faisabilité jusqu'à l'activation des friches, c'est-à-dire la mise en place d'occupants à l'intérieur de ces friches industrielles, en passant par la gestion des lieux au jour le jour, et puis la sortie de ces bâtiments. Aujourd'hui, on a 3 friches en occupation temporaire, donc 3 tiers-lieux transitoires, puisque nous, notre particularité, c'est de venir sur des friches qui ont le but d'être soit déconstruites, soit réhabilitées, soit transformées à terme sur du projet urbain. Donc on a les ateliers brillants qui sont à Saint-Priest, qui est une friche industrielle, je vais vous la présenter rapidement. La filature qui est à 400 mètres d'ici, qui est aussi une friche industrielle, mais dans laquelle on occupe des bureaux, qui est les anciens bureaux de l'administration de l'usine ACI, qui était une usine Renault qui produisait des châssis auto, et sur lequel il y a un grand projet urbain de rénovation et de restructuration urbaine. Et puis on vient d'ouvrir récemment un 3e lieu à Lille, à Saint-André-les-Lilles, dans la banlieue de Lille, où là on a 5000 m² de locaux, dans des anciens sites, dans une friche de Dalkia, donc, qui est chauffagiste, une filiale de EDF. Donc effectivement, je n'avais pas préparé une présentation, mais je vous montre des images, voilà. Ces images, pour moi, vont aussi faire écho à ce qui a été présenté tout à l'heure, puisque Intermed se situe totalement dans la question de la circularité. Je parle de circularité plus que d'économie circulaire, puisque à la fois on réactive des bâtiments existants, donc on travaille sur... Grisot parlait d'urbanisme circulaire, donc on est vraiment dans la réutilisation, le réemploi de bâtiments. À une autre échelle, l'aménagement de nos friches, que ce soit le mobilier, une partie des matériaux, les moquettes, les sols souples, les bureaux, les espaces communs, etc., sont entièrement aménagés et équipés en mobilier de réemploi. Et puis au bout, on travaille aussi, et moi particulièrement, sur l'économie circulaire à l'échelle domestique, et notamment les pratiques domestiques de réemploi, de circularité, etc., qui sont peu renseignées à l'échelle des filières. Donc sur les friches, là je vous montre par exemple les ateliers brillants. Donc les ateliers brillants, c'est ça au départ, c'est 3000 m² de halles industrielles, 1000 m² de bureaux sur un tènement de plus de 5 hectares, qui est propriété métropole de Lyon et que nous occupons depuis 3 ans. Donc vous voyez, c'est des très beaux bâtiments, un peu anciens, mais avec des très beaux volumes sous plafond, des grands espaces de halles, espaces très recherchés aujourd'hui dans les espaces urbains, avec cette nécessité, enfin, pourquoi on a créé Intermed, c'est pour mettre à disposition des bâtiments vacants à des prix du mètre carré plancher par rapport au prix immobilier pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire notamment, qui ne peuvent pas accéder au marché de l'immobilier classique. Donc pour nous, la friche, c'est ça, c'est une ressource en dormance qu'on essaie de réactiver. Dans nos tiers-lieux, et ici aux ateliers brillants, on a aujourd'hui une trentaine de structures associatives, coopératives, petites entreprises qui occupent le lieu. Le lieu est rempli à plus de 100%, ce qui montre qu'il y a une vraie demande, y compris à l'extérieur du cœur de la métropole. On est quand même à Saint-Priest, on est à plus de 30 minutes en train de Jean Massé, pour ceux qui connaissent. Et on a plus d'une centaine de personnes qui viennent travailler dans cette friche qu'on a en gestion jusqu'à 2027 et peut-être après. Donc c'est des lieux où Intermed propose en fait un cadre d'occupation qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien. Ici vous avez la salle de réunion qui est aussi matériel de réemploi, etc. Et puis derrière, effectivement, alors je fais passer des photos qui montrent la vie en fait dans ces friches, et puis derrière des modèles. Alors effectivement, pour faire écho
au titre d'aujourd'hui, on a des modèles de gestion, voilà, qui peuvent être proposés, organisés, etc. Et c'est vrai qu'entre ce type de modèle, par exemple, là, c'est un modèle de gouvernance, un scénario d'usage, et puis ça, en fait, il y a un énorme gap, mais pour arriver à ça, il faut ça. Voilà. Ces friches, elles sont dans un état particulier, voilà, qui est plus ou moins problématique, plus ou moins à travailler. Mais on a quelques éléments en fait qui nous donnent, qui nous disent est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on va occuper ou pas ces friches. Et dans le cadre des modèles dont on parlait, c'est l'idée que voilà, on est sur un modèle. Nous, ce qu'on veut bâtir dans les friches, c'est il faut qu'il y ait 2 à 3 ans de vacances minimum. Et on pousse pour avoir sur chaque friche un équivalent temps plein qu'on appelle un coordinateur ou une coordinatrice de site qui va stimuler la vie à l'intérieur de ces friches. Aujourd'hui, les ateliers brillants, vous voyez, on a des acteurs comme Rebouteille qui font de la circularité. Et on fait du circulaire dans le circulaire puisque on réemploie les bâtiments vacants et à l'intérieur, on a un certain nombre d'acteurs qui eux-mêmes sont dans l'économie circulaire. Donc Rebouteille, c'est de la consigne de verre, mais on a aussi Sofux, c'est la consigne de fûts de bière. On a Tisu qui fait du mobilier à partir de mobilier de bureau de réemploi. Et donc la circularité est à tous les niveaux dans nos bâtiments. Donc voilà cette première friche, les ateliers brillants. Et encore un modèle, voilà, quand on doit occuper les lieux, on fait des modèles d'usage, ce qu'on appelle des assistances à maîtrise d'usage. On essaye de voir qui on peut mettre dans quels espaces. Et on sait qu'on a des minima en fonction des personnes, en fonction de la taille des bureaux. Donc on fait des plans, on travaille des outils un peu d'architecture, etc. pour remplir nos lieux. Voilà, ça c'est un ferronnier, enfin quelqu'un qui travaille le métal, métallurgie ferronnier, qui travaille aux ateliers brillants. Et c'est des lieux qui nous permettent, toute la difficulté, la beauté du geste, c'est d'arriver à s'adapter justement à ces friches qui sont toutes très différentes. Et on a beau faire des modèles et des modèles et des modèles, derrière, finalement, pour que la mayonnaise prenne, on n'a pas une recette parfaite. Et tout cela se fait petit à petit. Voilà encore des photos des ateliers brillants. Et encore, je fais passer d'un modèle à des photos contextuelles, voilà, sur comment on détermine des surfaces, comment on fait des hypothèses de location, comment on arrive à mettre des gens dans des boîtes, à leur proposer, etc. Voilà encore une photo des ateliers brillants et de cette friche où on voit que la nature a repris ses droits et où on essaye aussi de laisser la nature au maximum se déployer. Dans nos modèles, entre guillemets, ou dans nos outils, on donne une place particulièrement importante aux communs, parce que les communs, c'est ce qui fait que la mayonnaise va prendre dans les occupants, et c'est ce qui fait que finalement, on ne va pas faire un espace de travail traditionnel, mais on va faire un espace de travail où une communauté va se construire. Et pour que cette communauté se construise, c'est-à-dire que pour qu'il y ait du lien entre les occupants, pour qu'il y ait de la mutualisation, de la coopération, et qu'on devienne un tiers-lieu et pas juste un lieu, on donne particulièrement d'attention aux espaces communs. Donc ici, c'est un espace d'exposition aux ateliers brillants. Voilà ce qu'on peut voir aussi. Les friches, c'est très beau. On voit des très belles choses dans les friches. On voit des couchers de soleil, on voit des animaux, on voit des choses qui se font. Et voilà, on ne verrait pas tout ça si c'était vide, quoi. Ça, c'est la deuxième friche sur laquelle on est actuellement. C'est la filature, donc, qui est à 300-400 mètres d'ici, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est 10 rue du Pérou. Donc, c'est une friche, c'est des bâtiments de bureaux. Derrière, il y avait sur 5 hectares de sheds industriels qui sont déconstruits et démontés, et qui laissent place à un projet urbain porté par la SAS Pérou, qui est une SAS constituée de Jinko, un fonds d'investissement suisse d'ailleurs, et Jinko Advisor et BNP Paribas. Donc là, on occupe en fait 800 mètres carrés de bureaux qui étaient les bureaux de l'administration.
Et la particularité de ce site, c'est qu'il est ouvert au public, c'est-à-dire qu'on est ERP sur la cour et sur 2 espaces attenants. On propose avec notre partenaire Lieu Courbe un espace cantine et un espace bar et cantine. Donc ça, c'était l'inauguration avec le maire de Villeurbanne qui était là. Et on a aussi pimpé la cour, c'est-à-dire qu'on a construit un pavillon qui est une sorte de salle polyvalente qui est appropriable par l'ensemble des acteurs du quartier, des associations, des collectifs, des habitants, etc. Et donc il y a tout un programme et toute une animation qui, par rapport au tiers-lieu industriel dont je parlais tout à l'heure, est complètement différent puisqu'on n'est pas ERP à Saint-Priest, établissement recevant du public, donc on est un lieu que de travail, alors que là on a une partie ouverte sur le quartier. Donc voilà la forme un petit peu des bureaux. Là, c'est un collectif de personnes qui travaillent sur des logiciels. Ça s'appelle Amabla. Voilà un modèle. Hein. On crée aussi des modèles. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, la 3D isométrique. Hein. Voilà, on est sur de la 3D isométrique là. Mais presque plus pour illustrer, communiquer et faire comprendre que pour ce modèle-là, il ne nous a pas servi à créer le lieu, bien que les schémas des usages et la programmation est importante pour faire comprendre comment fonctionne le site. Là, on a l'université UNIR, qui est une association qui accompagne les personnes en situation de demande des personnes réfugiées à reprendre des études supérieures. Ce qui se passe aussi beaucoup dans nos friches, c'est que la nature reprend ses droits. On est beaucoup sur de la replantation, on enlève du goudron, on remet des plantes, etc. Donc bon, là c'est une illustration, mais on a eu tout un essaim d'abeilles qui est venu s'installer. Là on a un couple de faucons pèlerins, qui est aussi venu s'installer en cœur de ville. On a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Ça, c'est la 3e friche pour vous montrer qu'en fait, on n'a pas de modèle de friche. Hein. C'est très contextuel la manière dont on se déploie à l'intérieur de ces lieux. Là, c'est celle de Lille. Donc, vous voyez, vous comprenez par rapport à celle que j'ai montrée, on est vraiment dans un modèle totalement différent. Là, on est sur des plateaux de bureaux avec un couloir central qui distribue. On a plus de 450 bureaux sur lesquels on travaille. On voit la brique rouge de Lille. On voit le temps aussi, là, c'était dans le nord. Mais par contre, la manière dont on investit ces lieux s'appuie toujours plus ou moins sur un modèle d'études et de projets qui est toujours plus ou moins le même. Où on a d'abord un diagnostic technique du bâtiment, parce que si le bâtiment va, tout va. En gros, si structurellement ça ne tient pas, on ne va pas mettre des gens dans un truc qui se casse la gueule. Et puis si les travaux, c'est 4 millions d'euros pour refaire la structure du bâtiment, on n'y va pas non plus parce que ça ne tient pas. Un diag territorial pour savoir un peu les besoins. On élabore les scénarios d'usage qui peuvent se faire dans le bâtiment. On étudie le modèle économique qui est grosso modo basé à 90% sur les redevances qu'on demande aux occupants. On étudie le modèle de gouvernance et puis après, le projet est lancé. On lance un AMI pour voir si des occupants sont intéressés. On lance des travaux pour mettre aux normes le bâtiment. On installe les usagers, on accompagne l'installation des occupants. On gère le site et puis, au bout d'un moment, on le ferme. Ça, c'est le modèle lillois. Donc, vous voyez, c'est assez... comment dire, c'est assez sec, quoi. C'est froid, mais ce qu'on voit tous les jours, c'est la capacité des occupants et la capacité des personnes en fait à s'approprier les lieux et à en faire des choses très chaleureuses malgré la forme des bâtiments qui ont été destinés à des usages très précis, très concis, très fonctionnels. Nous, on essaie de déconstruire un peu ces fonctions premières. Et voilà, et les occupants donc, prennent des bureaux. Et puis, une des particularités de nos occupations, justement, c'est de dire, voilà, c'est votre bureau, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le repeindre, le déconstruire, dans des normes d'usage et quand même des normes de sécurité. Mais une des choses qui attire dans ce modèle-là, c'est aussi le fait qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est très malléable. Voilà, ça c'est Lille, je ne vais pas prendre trop de temps. Voilà, vous avez l'idée à peu près de
ça vous donne une idée de ce qu'est une friche. C'est une friche industrielle, hein. Attention, hein, c'est pas une friche tertiaire, c'est une friche industrielle, hein. Mais la friche industrielle, c'est pas que des bâtiments, c'est pas que des sheds et des halles. Voilà le bâtiment quand il fait un peu plus beau, donc on a quelque chose, voilà, ça commence tout juste. Et puis petit à petit, bah, les occupants viennent et prennent leur marque. Bon voilà, c'était une présentation rapide d'un petit peu ce qu'on fait, mais peut-être pour dire que nous, ce qui nous anime, et par rapport au débat aujourd'hui et par rapport au titre de la séquence, bah, c'est que on a quelques outils, on a quelques modèles, mais que ces outils et ces modèles, en fait, on les reconfigure, on les retravaille et on les réadapte à chaque bâtiment, à chaque territoire, à chaque contexte, parce que ces modèles doivent être malléables, parce que tous les bâtiments sont différents, tous les territoires sont différents, tous les propriétaires de ces bâtiments sont différents, et du coup, on capitalise chaque fois sur chaque aventure qu'on peut avoir pour à la fois renforcer ces modèles, mais pour essayer de pas trop non plus et ces outils, mais pour essayer aussi de pas trop les figer, parce que toute la beauté du geste, on va dire, et l'objectif qu'on a de réactiver ces bâtiments ne peut pas reposer que sur des choses, que sur des modèles qui sont trop figés vis-à-vis des opportunités de sites qu'on nous propose. Bah, merci pour ces éléments de présentation, Benjamin. Ça fait une bonne transition. Donc, on a déjà pu avoir un aperçu de vos premières actions, de vos premiers outils. Mais est-ce que vous pourriez revenir plus concrètement, à partir de 1 ou 2 exemples, sur les préoccupations concrètes auxquelles répondent vos outils, vos modèles, et puis peut-être revenir aussi sur qui est à l'origine des demandes, avec quels acteurs travaillez-vous. Voilà, pour commencer, est-ce que Maria, tu voudrais bien nous présenter ce sur quoi tu travailles ? Merci beaucoup. Alors, donc moi, je travaille sur le projet Suisse Rénov avec Nicolas et je m'occupe notamment de la partie qui va faire la représentation des modèles. Peut-être on peut aller directement, en fait, Carole, s'il te plaît, sur le site. Donc, vous voyez une petite ébauche là dans l'image en haut. Donc, concrètement, ce que notre équipe est en train de réaliser, c'est un espace où autant les propriétaires de friches industrielles peuvent déposer sur la carte leur friche. Et ça, c'était aussi une des demandes pour répondre à votre question. D'où vient la demande? C'est aussi des personnes qui ont le souhait de savoir où se situent les friches, mais il y en a ceux donc des friches qui ne sont pas identifiées et seuls les propriétaires savent que la friche existe. Donc il y a sur ce côté droit, aujourd'hui c'est sur jardin et cours, non pas besoin, parce que celui insérer la friche, il est justement sur un login et mot de passe, donc il faudra que les propriétaires soient connus par nous, parce qu'on ne va pas laisser n'importe qui rentrer, et ça fait partie également du modèle de donner des droits. Donc ça, c'est une des choses qui a émané du terrain, de dire on a envie, ou surtout besoin, de déposer notre friche sur une carte et pouvoir après profiter de la deuxième partie sur laquelle tu peux cliquer déjà, Carole, c'est rechercher une friche. Et là, c'est aussi des personnes du terrain, autant des gens urbanistes que des citoyens, peut-être qui ont besoin de savoir où est-ce qu'il se trouve des friches sur lesquelles on peut peut-être soit avoir des locaux, directement rechercher une friche. Voilà. Tu peux cliquer dessus. Ça ne clique pas? Il ne veut pas? Ok. Réessaye. Il ne veut pas. Ok, c'est pas grave. On pourra voir. C'est pas grave. Peut-être que c'est. Je regarde si j'ai un. Tu peux peut-être aller à la slide 7, s'il te plaît, de mes slides, ça peut aller. Oui, peut-être c'est par rapport à la Suisse, on a un VPN qui... Mais bon, c'est pas grave. Pour revenir à votre question, donc ça émane du terrain. Il y a deux blocs, comme je montre ici. Il y en a ceux qui sont propriétaires de certaines friches qui peuvent déposer avec certaines caractéristiques, et il y en a d'autres qui peuvent rechercher. Et ce que vous voyez ici, c'est une capture d'écran de l'espace de recherche qui répond à un modèle en fait qu'on a mis en place pour dire finalement qu'est-ce que c'est une friche et comment je la définis. On a une série de critères en fait, qui pour nous définissent de ce que c'est une friche. Et on utilise ce modèle de critères, on voit quelques critères sur l'image. On utilise également ces critères pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait avec cette friche en vue de ces critères-là.
Donc le besoin, pour revenir toujours à cette question de qui demande et pourquoi on le fait. Donc qui demande, c'est des gens qui ont besoin de savoir où se trouvent les friches, parce qu'ils veulent savoir si on a la possibilité de louer un terrain, si on a la possibilité de stocker, si on a la possibilité de rénover, des investisseurs. Donc on a vraiment tout type de demandes qui sont arrivées. Et comment nous on le fait? On le fait avec cette plateforme qui a mis sur pied un modèle construit par les gens du terrain, par des experts, urbanistes, architectes, civils, citoyens, etc. Et cette série de critères, elle est autant objective parce qu'elle représente le site, mais également elle a une certaine subjectivité par le fait de, selon la donnée qu'on va insérer dans cette série de critères, on va avoir l'une ou l'autre des possibilités. Peut-être la slide 11, si tu arrives à jongler, et je m'arrête ici pour cette réponse-là. Donc ici, on a fait une sorte d'image macro des possibilités qu'on peut avoir. C'est ce qui a été déjà évoqué d'ailleurs avant. La démolition, on l'a mis en grise parce que ce n'est pas le but. C'est justement d'essayer d'avoir une circularité ou une économie circulaire. Et c'est pour ça qu'on a gardé ces trois, donc la réhabilitation, la déconstruction qui sont souvent parfois qui vont de pair, et la réserve qui revient à ce qu'on disait avant, donc laisser la nature aussi reprendre. Et c'était aussi un souhait qui venait du terrain. Et je clôture avec ce petit losange jaune, cette série de paramètres. Donc c'est ce qui nous permet de dire oui ou non, on va dans cette direction ou l'autre. C'est ce qu'actuellement on est en train de définir. Donc c'est pas tant que ça un modèle, mais c'est plutôt une série de règles qui va nous permettre, sur la base du vécu, des besoins, des normes, des règles, de nous dire finalement qu'est-ce qui serait mieux en fonction du choix qu'on prend. Merci pour ces éléments de réponse. Nicolas, est-ce que tu souhaites compléter sur cet outil ou ajouter autre chose dans le cadre du projet Suisse Rénov'? Peut-être juste une remarque par rapport à ce que tu as dit. En fait, ta description du mode de gestion, c'est quasiment la même chose pour un des propriétaires de friches, en l'occurrence la ville de Lémont. Et puis, c'est ce à quoi ils veulent... Donc, on va rester en contact. Je pense que ça serait une bonne idée. Peut-être aussi de dire que l'avenir des friches, il est quand même fondamentalement dépendant aussi du lieu où la friche se trouve. Donc si vous êtes dans un lieu fortement urbanisé, il y aura une demande évidemment beaucoup plus importante par rapport à ces friches. Puis si vous êtes dans une région plutôt périphérique ou en déprise démographique, ce qui est le cas d'une des régions du canton de Jura, là c'est beaucoup plus difficile de trouver des usagers, des utilisateurs pour pouvoir faire vivre ces lieux. Notre hypothèse prospective, c'est que le passage à l'économie circulaire, il est déjà cadré au niveau légal. Il y a également dans le contexte aussi une loi cadre fédérale. C'est une des rares lois assez centralisatrices de Suisse relative à la nécessité de pouvoir préserver les terrains disponibles. Et puis les réserves de terrains disponibles pour les zones d'activité économique sont en train de se remplir. Ça représente quand même une ressource fondamentale. Puis dernier élément, c'est que quand on parle d'économie circulaire, il faut penser stock, il ne faut pas seulement penser flux, il faut penser stock. Alors où est-ce qu'on stocke certains matériaux et autres? Alors ce ne seront pas des friches en milieu urbain, ce n'est pas forcément là qu'on va stocker parce qu'il y a une valeur du mètre carré ou du mètre cube qui n'est pas forcément idéale pour ces opérations de stockage. Mais là, il y a un avenir quand même pour d'autres friches, mais qui se situeraient plutôt en région rurale pour pouvoir les valoriser. Moi, je veux bien rebondir là-dessus, si c'est possible. Parce qu'en fait, nous, on se situe avant, en fait. Et une des particularités de l'urbanisme transitoire, c'est de pouvoir orienter, tester, réfléchir sur est-ce qu'on passe en réserve, en déconstruction, en réhabilitation ou en démolition. Et un des enjeux, justement, dans cet arbre de la décision, et là où on essaye des fois de mettre le pied dans la porte, c'est de passer du transitoire au pérenne, en fait, et de boucler la boucle de circularité, entre guillemets, en faisant en sorte que ces bâtiments-là, on puisse montrer qu'ils sont encore sous couvert de certains éléments de réhabilitation, de rénovation. Ils sont encore capables d'accueillir des activités et qu'on n'est pas obligé, justement, de démolir. Et c'est l'enjeu. À Saint-Priest, on sait qu'il y a aujourd'hui dans l'usine, donc sur le territoire des ateliers brillants, il y a un projet à très long terme de zone d'activité économique, et notamment qui serait un petit peu orienté industrie.
Et donc, on essaie de se dire, est-ce que les acteurs qui sont là sur place aujourd'hui et qui vivent et qui font fonctionner le lieu, mais aussi le territoire, il n'y aurait pas un jeu de chaises musicales à faire pour pouvoir préserver une toute partie de l'usine, bon, ça, en fonction bien sûr d'un modèle économique de la construction, de la déconstruction, etc. Et pareil sur la filature, tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de voir avec les pouvoirs publics aussi qui poussent à conserver ces bâtiments, mais avec le propriétaire qui ne sait pas vraiment faire justement, de voir si on ne peut pas travailler un modèle de programmation qui va produire une continuité et une pérennité du lieu qu'on a créé aujourd'hui. Et pour être tout à fait précis et tout à fait concret, on a fait une proposition d'achat du bâtiment et on attend que le propriétaire, donc la SAS Pérou et notamment BNP, fasse tourner ces modèles économiques pour savoir s'ils arrivent à retrouver leur bille sur l'ensemble du projet urbain dans la possibilité de pérenniser le lieu. Avec cette revendication aujourd'hui qu'on a avec d'autres acteurs qui sont notamment en réseau, je pense au réseau Surface Plus Utile, voilà, de penser dans chaque projet urbain un 1% friche en fait. 1% urbanisme transitoire qui viendrait s'inscrire dans ce modèle-là. Et pour terminer, cet atlas, cet outil, cette plateforme des friches, nous, ça nous intéresse beaucoup. Parce que des acteurs comme nous, on est des plateformes entre une offre d'un côté et une demande de l'autre. Or, l'identification des friches, des propriétaires, des possibilités qui puissent d'utilisation, y compris transitoire, est très intéressant. Merci. Peut-être juste pour rebondir par rapport à vos interventions, et notamment ce que tu viens d'évoquer sur l'urbanisme transitoire, Benjamin. Il me semble que par rapport à ce qu'on racontait hier sur l'usage de modèles qui seraient aussi une manière de se projeter dans le futur, voire même de configurer le futur, est-ce que là aussi, ce que vous mettez en œuvre, et je trouve aussi avec Suisse Rénov', c'est finalement d'expérimenter des choses ou d'ouvrir des possibles qui ne sont pas si déterminés que ça et qui redonnent aux acteurs la possibilité d'agir et de transformer ce futur qui n'est pas prédéterminé. Est-ce que je fantasme sur vos démarches ou est-ce qu'on est quand même dans ce cadre-là un petit peu ? Nous, on est totalement dans ce cadre. Éclaire ma journée. Non, oui. Nous, le problème ou l'enjeu, c'est que on joue un numéro d'équilibriste, en gros, entre refermer les possibles et faire de l'incertitude une richesse, en fait. Et on est aujourd'hui dans un modèle de la construction, d'un modèle du projet urbain, d'un modèle immobilier, et puis d'un modèle des acteurs économiques, où l'incertitude, ça fait pas bon ménage avec l'économie, en gros. Mais oui, l'enjeu pour nous, c'est de montrer non seulement que ces bâtiments peuvent être réutilisés, et donc pas juste claquemurés et refermés, et aussi de montrer, de mettre un petit pied dans la porte que justement on peut essayer de tordre, de réorienter, de repenser le programme qu'il y a derrière ou les représentations que se sont faites aussi les acteurs territoriaux, les élus, etc., du programme qui pourrait être derrière. Mais ça, c'est jamais joué d'avance. En fait, il y a plusieurs paramètres, mais soit on est dans le cadre d'un projet urbain, et ces bâtiments-là sont des bâtiments qui sont voués à rester dans le cadre du projet urbain, mais le programme est déjà tout fermé. Et donc, du coup, on sait qu'on va partir et on aura très, très peu de marge d'action pour pouvoir changer un peu la trajectoire des lieux. Soit on est dans des choses, donc ça, par exemple, ce serait par exemple pour les ateliers brillants. On sait qu'il y a un grand projet, ZAC peut-être derrière, ou un projet d'aménagement derrière, mais la programmation n'est pas ouverte, pas fermée. On est dans des grandes démarches métropolitaines, donc on espère qu'à très long terme, on aura encore une place dans le projet derrière et on l'orientera. Sur la filature, on a une volonté de la ville et de la métropole de conserver ces bâtiments. Et donc, du coup, on sait qu'on a une porte. Peut-être on peut ouvrir une porte et donc on peut orienter la programmation de ces lieux et on est à mi-chemin là de le faire et on attend
d'avoir des réponses, et ça va sûrement se passer. Et si ça se passe, eh ben, on sera totalement dans « c'était incertain », eh ben, nous on propose dans cette incertitude, grâce au transitoire, une projection possible. Et finalement, cette projection possible, avec un rachat des bâtiments, elle est acceptée, et donc on aura ouvert une porte vers quelque chose. Et puis sur l'île, on est encore dans une troisième configuration où là on a un propriétaire privé aussi, mais en fait il y a eu un gel du Tènement par la mairie, parce que le Tènement était tellement grand qu'elle avait peur de voir des choses sortir sans qu'elle puisse avoir la main. Donc il y a eu un gel du PLU, du plan local d'urbanisme. Et là il y a une fenêtre de 4 ans qui s'est ouverte et ce propriétaire privé a dit bon, bah, est-ce qu'on n'en ferait pas quelque chose? Donc là on est en train d'en faire quelque chose. Est-ce que l'histoire qu'on est en train d'écrire aura un impact sur ce qui se fera après? Ben ça, justement, on verra, quoi. Mais oui, on essaie d'ouvrir des portes d'incertitude pour pouvoir dessiner des chemins un peu plus désirables dans la construction urbaine. Ouais. J'aimerais juste compléter. Carole, s'il te plaît, si tu arrives à me mettre la slide 9. Oui. C'est pas dans l'ordre des slides. Donc, ce que j'aimerais montrer ici, ça va arriver quand on arrive. Pour répondre à un bout de la question, effectivement, c'est pas une règle mathématique où 1 + 1 = 2, c'est des possibilités. Et ce qu'on cherche à mettre en place sur la plateforme, on y arrive dans un premier bout, c'est ce qu'on essaye de voir ici. Donc, si on a pris le choix, comme j'ai montré avant, il y avait 3 choix principaux, typiquement de réhabilitation. La plateforme nous explique, c'est ce qu'on voit un peu en jaune là, de manière dessinée, donc, enfin dessinée par PowerPoint, quels sont les éléments qui nous ont amenés à pouvoir faire ce choix-là, pour expliciter pourquoi la plateforme nous a amenés sur la réhabilitation. Merci pour le curseur. Et on voit que dans réhabilitation, il y a encore des sous-choix par rapport à comment on réhabilite. Et ce qu'on a souhaité en fait en termes pour pouvoir faire ce curseur et du choix, parce que c'est pas tout fermé, c'est de montrer, selon le choix qu'on va prendre dans la réhabilitation, les critères à nouveau. Donc c'est la partie en jaune, mais surtout la partie warning en disant si vous prenez ce choix-là, en fonction des critères qui ont été remplis par telle ou telle valeur, attention, cette partie-là, elle est fortement polluée, ou attention, il y a un voisinage immédiat, etc. Donc la plateforme, elle va aider au cheminement de la décision. Elle ne va pas faire une décision. Pour ça, on est toujours un peu à cheval à dire est-ce que c'est vraiment une plateforme d'aide à la décision ou d'accompagnement dans le processus, et c'est vraiment en vue d'avoir cet équilibrisme entre les choix du propriétaire, le projet final et tout l'écosystème en fait qui est autour. Et la plateforme, on l'attente, pour résumer, d'expliciter les critères sur lesquels elle a fait ce choix-là et de mettre plus en warning, en alerte, voilà, les éléments qui impactent le choix qu'on aura pris, sans le faire. C'est plus en mode hypothétique, mais basé sur toute la co-construction qu'on a établie. Est-ce que justement vous pourriez un petit peu les uns et les autres revenir sur cette élaboration des outils, des critères? Est-ce que ce sont par exemple des critères, c'est de la provocation, qui sont des critères à dire d'experts, c'est-à-dire c'est vous en tant qu'expert qui énoncez des critères au regard de votre expertise, au regard d'un état de l'art, au regard de la réglementation? Est-ce que ce sont des critères qui émanent de négociations, de discussions, ou qui sont pensées en lien avec des contextes? Est-ce que vous pourriez, parce que toi aussi tu évoquais finalement tu as parlé de modèle. Alors, modèle est utilisé depuis hier de mille et une manières et dans mille et un cadres. Hein. On glisse entre outils, instruments, règles, critères. Enfin voilà, je pense qu'on a un travail de glossaire, de grammaire qui est très important. Mais est-ce que vous voudriez bien revenir sur, partager avec nous la conception de ces critères, et pas qu'une conception technique, entre guillemets, mais la conception sociale et dans le projet, que ce soit Suisse Rénov' ou que ce soit dans les différents projets dans lesquels tu es embarqué, s'il vous plaît. Déjà, il y a le critère des propriétaires. Nous, on travaille aussi avec la métropole de Lyon. Et dans ces modèles-là que je vois, je m'y retrouve beaucoup, hein, mais il y a quand même la volonté politique
Il y a un critère volonté politique là, qui est pas forcément là. Peut-être parce que c'est sur des friches privées, mais tout de même, il y a peut-être quelque chose. Parce que si on avait pris juste les critères du modèle économique, par exemple, des ateliers brillants au départ, sans savoir combien de temps on allait l'utiliser, comment on allait l'utiliser, parce que justement, on est dans l'incertitude, dans le contexte actuel, peut-être que la métropole de Lyon n'aurait pas déclenché une occupation temporaire. Donc sur le critère économique, ou le critère économique versus critère politique publique, on va dire, comment un lieu peut répondre à des politiques publiques et donc du coup avec un critère de rentabilité qui est peut-être moindre, ça va dépendre aussi du contexte historique, on va dire, qui est pris en compte. Nous, pour essayer d'être très concret, aujourd'hui, on a quelques critères sur lesquels on sait qu'on ne peut pas déroger pour dire go, no go, en gros, sur une occupation transitoire sur une friche. Un des premiers critères, ce que je disais tout à l'heure, c'est structure saine. C'est-à-dire que l'état du bâtiment, des réseaux fluides, de la structure porteuse, des murs, des espaces extérieurs, etc., ça va être un critère de base pour savoir s'il y a une viabilité économique derrière sur une temporalité limitée, parce que derrière, on a des normes et des règles de confort et de sécurité qu'il faut qui sont nécessaires. Et donc du coup, à partir de la structure bâtimentaire, on va savoir combien il y a de travaux à faire pour mettre des gens dedans, en gros, en toute légalité, en toute sécurité, en tout confort. Et ça va être un critère de base. Parce que, voilà, et finalement, on revient à quelque chose de très concret, de très opérationnel, c'est le bâtiment en lui-même. Le bâtiment, est-ce qu'il est pollué? Est-ce qu'il va falloir le dépolluer? Voilà, est-ce que les structures porteuses sont saines? Est-ce que voilà, donc ça c'est un critère qui est quand même très très fort parce que on fait pas n'importe quoi. Donc ça c'est le critère, on va dire site bâtiment. Un deuxième critère pour nous, peut-être pas là-dedans, mais c'est le temps. C'est-à-dire qu'en dessous de 2 ans d'occupation, c'est très difficile de trouver un modèle, c'est très difficile de trouver des occupants, c'est très difficile pour que la mayonnaise prenne. Et ça, c'est un deuxième critère, le temps. Le problème, c'est que ce critère temps, il est adossé au critère structure saine. C'est-à-dire que si on a un super bâtiment, super bien placé aussi géographiquement, peut-être que 2 ans, ça va suffire, quoi. Donc les critères ne sont pas figés, ils se discutent les uns les autres. Et puis le troisième critère, c'est finalement, enfin un troisième critère, c'est finalement le modèle économique, c'est-à-dire que est-ce qu'on arrive, soit parce que le propriétaire subventionne, soit parce qu'avec les redevances, on ne parle pas de loyer parce qu'on est vraiment nous on ne gagne pas d'argent dans nos sites, on est sur du zéro, quoi. Est-ce que le modèle économique permet, et ça c'est un point important pour nous, d'avoir un équivalent de temps plein sur site? Parce que le positionnement d'Internet, c'est de créer des tiers-lieux transitoires et il n'y a pas d'animation, de programmation, de lien entre les gens, d'offres de services aussi locatives, de gestion locative, s'il n'y a pas un coordinateur ou une coordinatrice de site. Donc voilà pour nous les 3 critères quelque part de base pour avoir un go-no-go sur du transitoire. Moi, je vais compléter peut-être plutôt sur la partie où vous demandiez en fait comment on les a établis. Donc le tout début, si je parle un peu temporellement, le tout début c'était notre revue de la littérature, autant scientifique que aussi des projets qui sont sur place. Ça nous a permis déjà à nous, comme je disais avant, je viens du monde de l'informatique, donc pas du tout du monde de la construction. Donc ça nous a permis à nous d'avoir déjà notre jargon, un premier vocabulaire, une première grammaire. C'était le premier travail très, on va dire, préparatoire. Et ensuite, le plus gros du travail est venu avec les entretiens qu'on faisait avec les corps métiers. On en a fait 31 pour être précis. Et là, on a mixé en fait les corps du métier, autant urbanistes, architectes, civils, citoyens, propriétaires. Donc on a vraiment tenté d'avoir ce regard métier de un peu presque 360.
Et à partir de là, une fois on avait une grammaire un peu plus élaborée, on est parti sur une série d'ateliers où là, plusieurs corps de métier étaient dans la même pièce et on confrontait en fait autant la complétude que la compréhension du terme qu'on utilise. Et à ce moment-là, on avait déjà une grammaire déjà élaborée, mais aussi confrontée à plusieurs corps de métier. Et si tu arrives, Carole, s'il te plaît, à jongler à la slide 8, donc c'est celle avant du coup, je suppose. À un moment donné, c'est pas pour lire, mais juste pour vous montrer un des ateliers à la fin, après avoir établi l'ensemble des critères, c'était de dire, OK, maintenant on a des paramètres clés, c'était un peu le terme à ce moment-là, les paramètres clés, comment est-ce qu'on va les classer en termes de faisabilité et d'impact? Pourquoi? Parce que nous, ça nous aidait aussi à comprendre qu'est-ce que voulait dire ce critère. Et on a construit plusieurs matrices, là c'est juste un exemple, on a construit plusieurs matrices qui nous répertoriaient en fait l'ensemble de ces différents critères dans des zones. Ça nous permettait à nous déjà d'avoir le poids de l'importance, mais aussi l'impact que ça peut avoir, ce qui après revenait, c'était une sorte de macro-modèle, si je peux appeler comme ça, sur le choix qu'on faisait, que je montrais avant, quel critère je prends pour faire quelle option. Donc c'était une co-construction, mais qui a été préparée par une recherche de notre part et après confrontée par le terrain à travers donc, entretien et ensuite atelier. Est-ce que vous pourriez justement peut-être partager la conception de ces ateliers? Parce que parfois on peut mettre autour d'une table des acteurs très différents qui vont avoir du mal à se comprendre ou qui vont être peut-être aussi en désaccord sur la définition des critères. Est-ce qu'on peut l'évoquer, cette méthode aussi peut-être, ou cette impossibilité parfois à se mettre d'accord sur certains critères et qui vont... Enfin, voilà, comment est-ce que vous le prenez en charge ou pas dans le modèle, dans ce macro-modèle? Et toi, comment tu fais si tu as aussi dans des projets, on a compris qu'Intermed avait des critères, mais comment faire quand on a aussi des acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts ni les mêmes critères par rapport à l'occupation? Nous, on négocie. Si je prends l'exemple de Saint-André-les-Lilles actuellement, donc j'en fais pas... comment dire? Le propriétaire, c'est Capstone, donc Capstone qui est un fonds d'investissement immobilier, et qui est venu nous voir en nous disant est-ce qu'on peut faire quelque chose sur ce site? Alors on lui a dit d'accord, voilà nos critères. Donc ce site, c'est combien de temps? C'est 4 ans. Ah, c'est bien. Ce site, vous mettriez, est-ce que vous cherchez quoi? Est-ce que vous cherchez de la rentabilité économique? Oui. Ah, bon, alors, si vous cherchez de la rentabilité économique, sur 4 ans, il faut qu'on arrive à remplir le site à quasiment 80%. Mais vous savez que 80%, c'est pas possible. La première année, ce sera que du 25-30. Ah, bon. Eh bien, on va échelonner. Mais du coup, la première année ne sera pas rentable. Vous n'allez pas dégager de l'argent sur la première année. Alors là, ils nous regardent, ils font « Ah, bon. Mais pourtant, on a besoin d'argent, nous, pour activer le site. » Ah, d'accord. Donc le critère économique n'était pas le même entre nous et eux. Mais on a construit un modèle sur lequel on se retrouve, c'est-à-dire où ils savent que la première année, ils vont être en déficit. Mais par contre, ils font le pari de l'incertitude. Et ça, on doit leur rendre hommage là-dessus, en disant, on fait le pari que dans 4 ans, sur le modèle que vous nous avez montré et par rapport aux critères, on va arriver à dégager un peu de marge et ce site, finalement, ce sera rentable, entre guillemets. Donc c'est de la négociation, par exemple, sur Saint-André-les-Lilles. Pareil, voilà, on a besoin de temps d'investissement au départ pour meubler le site. Ah oui, temps, c'est trop pour eux. Donc ils vont descendre l'enveloppe. Ah bon, alors si on descend l'enveloppe, on va être sur du moins 10 ans. Donc en fait, ces critères-là, et donc du coup, on met en place une clause de revoyure. Chaque année, on voit si on tient les objectifs, si on est en raccord sur les critères de réussite du projet, si on arrive à le développer, etc. Et donc nous, on organise nos occupations et donc nos critères d'occupation et puis après modèle économique, gouvernance, aménagement, etc.
en négociation avec le propriétaire au départ, en essayant de trouver un compromis sur lequel ces critères, lui, qui sont souvent des critères très économiques ou voire beaucoup en valorisation en fait, en communication, peuvent rejoindre nos critères, nous, de développer des lieux autour de l'économie sociale et solidaire, qui créent de la communauté, du développement territorial, qui fassent sens dans son contexte, etc. Donc des critères plutôt extra-financiers, avec des propriétaires qui sont plutôt sur des critères financiers. Et l'idée, c'est de trouver un compromis entre ces différents critères, en fait. Et donc, on construit comme ça ensemble. Et puis, à un moment, on se met d'accord et on dit, OK, dans ces conditions-là, on se retrouve sur l'essentiel. Donc, on y va. Bon, peut-être juste pour faire rapidement un distinguo sur, on va dire, les critères que tu as présentés, qui sont plutôt des critères descriptifs, des friches qui ont été élaborées de manière participative. Sur l'usine à gaz que je vous ai montré tout à l'heure, relative à ce volume rose et puis les impacts voilà, sur l'environnement, sur la santé humaine. Donc on pourrait dire qu'il y a voilà, il y a des critères descriptifs et puis il y a des critères qui sont orientés plutôt sur l'action. Donc qu'est-ce qu'on fait, quels sont les principes selon lesquels on va garder telle ou telle chose ou bien on va en transformer d'autres. Et puis, juste pour poser le décor, de toute façon, toutes les friches, je pense que celles dont tu t'occupes aussi, elles sont polluées, toutes. Donc vous allez trouver de l'amiante partout. Donc dès que vous avez de toute façon des catelles quelque part, vous savez que la colle, il y aura de l'amiante. Alors ça pose aucun problème si on laisse tout ça dans son jus et puis qu'on touche pas. À partir du moment où on démonte, alors là ça devient vraiment compliqué puis ça devient très très cher. Et puis il y a également des enjeux en matière de tous ces murs qui existent, c'est du CO2 qui est embarqué. Et puis l'enjeu c'est de toucher le moins possible. Et puis si on doit toucher, voilà, quels sont les principes de construction qu'on va mobiliser. Par exemple, comme exactement ce que tu as dit, aussi on essaie de réfléchir sur telle ou telle friche, sur des espèces de, pas de cages, mais de volumes qui seraient construits en bois, comme des formes de Lego et autres. Voilà, c'est ça, pour pouvoir valoriser économiquement. Bon, la manière de penser la construction de ces cubes en bois, elle doit respecter tous les critères relatifs à l'environnement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de formaldéhyde. C'est pas possible. Il faut que tous les éléments soient démontables, puisqu'il faut qu'il y ait de l'éco-conception. Donc voilà, c'est ce à quoi servent, par exemple, ce genre de schéma. Puis en fait, ça nous sert à pouvoir allouer les ressources financières à tel ou tel élément. Mais par exemple, je te donne juste un détail. Dans la logique de Suisse Rénov', on n'autoriserait pas les gens à poser n'importe quoi dans les locaux. Qu'est-ce qu'ils posent? C'est quoi le type de matériaux? Parce qu'il y a encore plein de matériaux qui sont problématiques. Et puis, il y a cette logique aussi d'anticipation où on se dit on doit travailler sur un horizon de 5 à 10 ans parce que de toute façon, le futur, en partie, du moins sur les règles de construction, les règles du jeu, elles sont déjà embarquées. Elles sont déjà embarquées, quoi. Donc ça, on peut plus ou moins le prévoir. Et puis l'idée étant d'avoir justement un coup d'avance de 5 à 10 ans sur... c'est aussi pour stimuler tout simplement l'innovation. Puis la recherche de solutions constructives qui soient autant faire que se peut le plus compatible avec les futures conditions cadres, sans être, c'est ce qu'on m'a demandé d'ailleurs, sans être des Khmer verts quoi, par rapport à ces différentes attentes. Mais si je puis me permettre, par rapport à ce que vous évoquez, tant sur votre projet que ce que tu racontes, Benjamin, même si ce sont deux configurations différentes, puisque dans un cas, il y a quand même une réflexion qui vise à être une réflexion territoriale. Et dans ton cas, ce sont des aventures, on pourrait dire à chaque fois des rencontres, ou même si ça rencontre une politique publique. Mais moi, ce que j'entends quand vous énoncez critères, c'est quelque chose qui renverrait dans la pensée pragmatiste à quelque chose qui relève de valeurs, c'est-à-dire de choses à quoi on tient et qui sont finalement pas tant des critères, comment dirais-je,
qui sont très rationnelles, mais qui ne relèvent pas uniquement de dimensions normatives ou de raison, mais qui sont des volontés finalement que vous avez pour pouvoir défendre certaines orientations, et de la même manière d'expérimenter des choses ou de prendre le pas ou de préfigurer des usages au plan de la construction, au plan de la coopération, etc., qui en fait transparaissent dans vos différents modèles et qui sont proactifs par rapport à de futures réglementations. Est-ce que là aussi je déforme votre pensée ou ça vous semble... Non, c'est tout à fait ça. Si on a créé Intermed, c'est pour défendre des valeurs. Dans l'histoire récente de l'urbanisme transitoire, on va dire qu'il y a une petite quinzaine d'années finalement, comment dire, la première, c'était, il y avait plusieurs valeurs entre guillemets qui sont en lien avec ces critères. D'abord, c'est réemployer les bâtiments vacants. Voilà. Aujourd'hui, on parle de ZAN, on parle de réduction de l'artificialisation des sols, etc. Mais c'était surtout de dire il y a des bâtiments vacants, il y a des besoins, notamment pour des petits acteurs de l'ESS. Pourquoi on ne les fait pas matcher, quoi. Et derrière ça, il y avait cette volonté de défendre le droit à la ville pour un certain nombre de structures occupantes qui aujourd'hui ont du mal à trouver des espaces pour déployer leur activité économique. Nous, on est beaucoup sur de l'activité économique, mais d'autres travaillent aussi sur l'hébergement, d'autres travaillent aussi sur l'accès à la culture, etc. Donc il y avait cette défense-là, effectivement, parce que c'était une solution, le transitoire, qui commençait à être explorée et qui n'était pas forcément très structuré, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui était naissant et qui pouvait nous permettre à la fois de parler de réutilisation de bâtiments, de parler d'impact environnemental, de parler de droit à la ville, de parler de tiers-lieux, etc., de faire la ville autrement, de penser les programmes immobiliers aussi d'une autre manière. Et le transitoire était un outil en fait qui nous permet de supporter et de porter l'ensemble de ces valeurs. Il se trouve que dans la métropole de Lyon, le transitoire, la métropole de Lyon est une des métropoles les plus avancées en matière de politique publique autour de la question de l'urbanisme transitoire. Il y a un accord cadre d'AMO qui accompagne la métropole de Lyon sur ces questions-là. Il y a plusieurs gros projets. Moi, je parle des projets d'Intermed, mais on a aussi le BOB, bâtiment ouvert aux bifurcations, sur le 22D du côté du Carré de Soie. On a le technicentre quand même de la Mulatière à la SNCF, on a les ateliers brillants. Sur son foncier métropolitain, c'est pour ça que je parlais de politique publique tout à l'heure, sur le foncier métropolitain, ça a bougé en 2018 sous le mandat de Kimmenfeld, ça a continué avec le mandat actuel. Ces valeurs-là ont été aussi en tout cas reprises en partie, ou en tout cas elles correspondaient en partie à certaines orientations de politique publique qui a dit ok, on veut défendre ces valeurs-là et on va mettre les moyens pour les porter. Donc il y a eu aussi une conjonction à un certain moment de certaines valeurs qui sont pour une part politique avec un P de politique publique et un P de démocratie locale et de majorité métropolitaine, etc. Et pour une autre partie, et qui ont trouvé en face, parce que nous on a fait beaucoup de lobbying, 2016, 2017, 2018, on a fait beaucoup de lobbying territorial pour faire monter ce sujet-là. Et donc tout ça, oui, c'est une histoire c'est une histoire d'un certain nombre de valeurs qui aujourd'hui, on continue à vouloir les défendre, mais dans un autre contexte économique et dans un autre contexte qui est un petit peu plus tendu, on va dire, et qui est parfois un peu plus difficile. Voilà. C'est pour ça que je redis que le levier politique territorial, politique publique est très important pour penser justement on va dire, que ce soit transitoire ou pas, pour penser se saisir des friches et dire il faut faire autre chose. Voilà. Je pense que c'est une manière de voir l'aménagement du territoire et de voir les friches comme des ressources et non pas comme des boulets. Et ça, c'est une vision politique. Voilà.
Et puis les propriétaires privés aussi sont de plus en plus aussi avec cette évolution de la représentation de ce qu'est une friche et derrière de ce qu'elle peut donner en termes d'emploi et d'économie territoriale, en termes de social et de santé humaine, en termes d'environnement polluant, etc. Et donc on voit les friches d'une autre manière pour porter un certain nombre de valeurs, quoi. Plutôt sur un autre sujet. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la réplicabilité dans les projets. Benjamin, tu disais que justement, il y avait un enjeu d'adapter chaque modèle chaque outil à chaque projet. Justement, comment vous pensez cette question ou non de la montée en généralité? Peut-être d'abord, Maria, dans le cadre de l'outil que toi, tu développes. Alors, nous, on est en train de le faire donc, sur une région de la Suisse. Le projet s'appelle Suisse Rénov'. Donc, l'optique, effectivement, c'est de pouvoir le répliquer. Les paramètres clés qui, pour nous, un peu est le cœur, finalement, de toute cette plateforme-là, a été co-construit avec des gens de la région, mais on suppose également que c'est des éléments qui parlent à toute la Suisse, du moins. Donc, pour nous, les critères choisis sont généralisables sur d'autres régions. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le but, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui répond à l'ensemble de la Suisse. Après, comme je montrais avant sur ce schéma qui faisait les différents choix, c'est quelque chose aussi qu'on est en train de voir comment on le met en place. Il n'y a pas vraiment un slide. On peut revenir à la 9 si jamais on veut mettre quelque chose, ou la 10. Le but, c'est d'essayer aussi d'avoir un espace dans la plateforme qui permet à la personne qui veut faire sa décision, qui veut faire ce choix ou qui veut faire sa communication aussi, c'est également pour nous un outil d'aide à la communication, qui puisse un peu tuner ces paramètres. Donc ce fameux comment faire le lien, pour nous, c'est on a les paramètres, ils ne vont pas changer. Par contre, cet algorithme de règles, c'est lui qui peut être changé peut-être d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre ou d'un projet à l'autre. Mais pour nous, le modèle, si je parle uniquement des paramètres, c'est un modèle qu'on considère être généralisable et reproductible dans d'autres régions. Et c'est plutôt cette règle de choix qui, elle, peut changer selon peut-être les partis politiques ou on va dire les aspects, les normes légales qui arrivent ou autres. Mais les paramètres, si je prends que cette partie du modèle, c'est quelque chose qu'on imagine avoir construit, en tout cas de manière à être réutilisé ailleurs. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, peut-être juste très rapidement pour compléter. On vise aussi une forme de réplicabilité sur les enjeux en matière de gouvernance et puis une réplicabilité aussi sur une méthode qui reste à inventer pour pouvoir recenser de manière raisonnée en termes de qualité puis de quantité les flux de matière que j'ai évoqués tout à l'heure, quoi. Je serais bien en peine de parler de réplicabilité parce que justement, comment dire, il y a plusieurs choses. Il y a la réplicabilité des modèles internes qu'on peut utiliser à l'intermède. Et par exemple, on a un tableau des surfaces avec un tableau des possibilités, des redevances. Et puis, on essaye de voir, par exemple, sur le modèle économique, effectivement, on utilise un même tableau qu'on fait évoluer suivant les bâtiments, mais il y a une réplicabilité du modèle économique, ça c'est sûr. Parce qu'il y a une certaine objectivité de il y a combien de mètres carrés, sur combien de temps, est-ce qu'il y a des subventions, est-ce qu'il n'y en a pas, etc. Donc cet outil-là, on va dire, c'est un outil qui est réplicable, effectivement, parce qu'il est assez objectif. Tout le reste, c'est très peu réplicable, en fait. C'est très contextuel. C'est Julie, notre coordinatrice de site des Ateliers Brillants, qui disent on ne maîtrise pas tous les ingrédients de la mayonnaise, quoi. Même si on sait faire une mayonnaise, pour qu'elle prenne, c'est difficile parce que ça dépend beaucoup des occupants, en fait. Et ça dépend beaucoup des gens qui font vivre nos lieux et qui font vivre les friches. Après, ça ne veut pas dire que le modèle de l'urbanisme transitoire n'est pas réplicable, au contraire, puisque aujourd'hui, on a de plus en plus de bâtiments qui sortent dans des villes de France. Mais cette réplicabilité, encore une fois, on connaît les ingrédients. Il faut un bâtiment, il faut un certain temps, il faut un modèle économique, il faut un modèle de gouvernance. Enfin, il y a des modèles de gouvernance, il y a des modèles économiques, il y a des bâtiments, il y a des temporalités, il y a des volontés politiques, territoriales. On connaît les ingrédients pour répliquer les aventures,
Mais chaque aventure, en fait, peut être comparée avec une autre, mais n'est pas réplicable à 100%, quoi. Voilà. Merci. Peut-être pour continuer un petit peu dans cette question, là aussi, les termes sont toujours très piégeux. On voit ce qu'on entend peut-être quand vous parlez de réplicabilité, c'est il faut s'entendre effectivement sur ce qui est réplicable. Moi, ce que j'entends, c'est il y a des choses qui sont de l'ordre peut-être d'outils, qui sont des ressources pour penser, de démarches ou de principes justement que l'on veut conserver. Mais quand tu évoques par exemple, Benjamin, le fait que vous fassiez des retours d'expérience, est-ce que ça, sans parler de réplicabilité, mais de quelque chose qui serait finalement à conserver pour pouvoir reproduire ou en tout cas poursuivre dans ce que vous êtes en train de faire, est-ce que réfléchir à quelles sont les pratiques, qu'est-ce qui est réfléchi dans ce retour d'expérience, sur quoi on fait un retour d'expérience, quelle est l'expérience que l'on a finalement produite, est-ce que ça ne serait pas ça aussi peut-être qu'il faudrait partager? Et ça me fait penser à quand tu as fait la présentation, Nicolas, tout à l'heure, tu as utilisé un terme qui est le terme de démonstrateur. Et justement, quand on est quand on voit apparaître ce vocable de démonstrateur, on s'attend à ce que il y ait une démonstration, que ça soit une vitrine de quelque chose qui fonctionne. Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi qui est à réfléchir sur qu'est-ce qui fait démonstration et quelle est l'expérience que l'on peut partager ou un observatoire de l'expérience? Je pense à un de nos collègues qui, lors de la journée du 4 février, nous a parlé de la nécessité de mettre en place des observatoires de l'expérience, au-delà de réflexions sur de la transversalité ou une montée en généricité à partir de démarches. Tu as 2 minutes. Ouais, vous voyez, peut-être effectivement, il faut s'entendre sur qu'est-ce qui est réplicable. Les méthodes sont réplicables. En tout cas, dans notre univers à nous, la méthode est réplicable puisque nous essayons de la répliquer. Sur la question de ce qu'on appelle les rétex ou les rex ou les rététex ou je sais pas quoi, les retours d'expérience. Peut-être 2 mots. Le premier mot, c'est que on a des retours d'expérience en interne qui sont toujours différents d'un site à un autre, mais ce qui nous permet quand même de capitaliser sur ce qu'on aurait pu mieux faire, ce qu'on a mal fait, ce qu'on devrait faire différemment, et qui nous permettent de construire petit à petit des outils en interne sur, par exemple, c'est quoi les grandes étapes pour une coordinatrice de site quand elle arrive dans un lieu, qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est quoi les choses. Donc on a une boîte à outils, on a une caisse à outils intermède, c'est nos recettes, et qui s'enrichit au fur et à mesure de chaque expérience, et notamment les vigilances qu'on doit avoir ou ce qu'on a mal fait, etc. Et ça, comment dire, c'est quelque chose qui s'enrichit tous les jours, et on a beau faire des retours d'expérience interne, etc., on se plante encore, quoi. On se plante encore parce que c'est tellement contextuel, ces choses-là, que même, voilà, on peut se planter sur des projets malgré tous nos retours d'expérience qu'on peut faire. Sauf que ces retours d'expérience, ça nous permet aujourd'hui, et c'est le deuxième point, d'accompagner notamment des collectivités locales pour répliquer les méthodes, et notamment pour structurer ou accompagner. Donc là, on commence un travail avec Marseille, on travaille aussi avec la métropole de Lyon, on a travaillé avec la métropole de Grenoble, même si ça s'est arrêté, pour essayer de voir quels sont où se place cet objet friche et cet objet urbanisme transitoire à l'intérieur des méthodes de politique publique, des mobilisations des services, de mobilisation d'outils en interne, etc. Et c'est nos retours d'expérience et celles des métropoles, justement, qui permettent d'essayer aujourd'hui d'avoir un premier degré de maturité après 10 ans d'expérimentation, de mettre en place des modes projets qui soient intégrés à l'intérieur des organigrammes métropolitains
et qui permettent de à peu près dire quel est le cheminement et les arbres de la décision, les arborescences de la décision à prendre pour arriver à réinvestir convenablement des friches. Tout ça, malgré ou en s'adaptant à des contextes qui sont hyper mouvants, quoi. Oui, juste peut-être pour compléter, parce qu'a dit Benjamin, effectivement, j'en suis certain, il y a des modèles de gestion qui sont réplicables, et puis comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, tu as défini ce qu'aimerait faire la ville de Léman par rapport à son site assez important, donc sa friche assez importante. Ce qu'a montré aussi ma collègue Maria, c'est réplicable, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas réplicable, c'est le milieu. Ce sont les ressources. Et voilà, donc il y a des contraintes avec lesquelles on doit faire, il y a des forces et des faiblesses pour chaque territoire. Si je devais dire par exemple quelques exemples, on veut faire du pisé, mais la manière de faire du pisé pour comment je veux dire, revaloriser par exemple les terres d'excavation en fonction de la composition de ces terres d'excavation, ça ne sera pas la même solution technique. Dans le cadre du canton du Jura, c'est aussi un canton où on trouve des filières encore complètes en matière d'agriculture et puis en matière forestière. Et là, il y a des chaînes de valeur relativement complètes, c'est assez rare, hein. Donc là, ça représente une ressource qui peut être mobilisée pour la transformation des friches témoins. Mais si on est en plein Lyon ou autre, bah, évidemment, il faudra coopérer avec d'autres territoires, d'autres ressources, aller plus loin pour aller chercher ces ressources renouvelables. Donc voilà, chaque fois, c'est ça qui n'est pas réplicable. C'est le milieu. Christophe. Bonjour et merci pour ces exposés. Je ne connais pas trop le sujet des friches, donc j'ai un regard un peu de néophyte. Je suis assez marqué. Enfin, excuse-moi Christophe, est-ce que tu veux bien te présenter pour que oui, nos collègues sachent à qui ils ont affaire, parce que c'est quand même important. Christophe Chabreau, je suis maître de conférence en droit public à la faculté de droit de Lyon 2. Je travaille sur les questions de décentralisation, de gouvernance, de démocratie locale. Et donc plutôt d'un point de vue, on va dire, institutionnel, mais j'aime bien aller explorer justement le pratique et le concret. Et je suis assez impressionné par le degré de professionnalisation des projets que vous présentez. Pour moi, la friche, c'était, bon, on va faire une sorte de petit tiers-lieu un peu temporaire d'animation sociale, de rencontres festives de quartier. Puis je me rends compte qu'il y a vraiment une professionnalisation de vos projets qui me ferait presque penser à des modèles économiques, d'économie d'interstice, d'économie transitoire, qui pourraient être quasiment assurés par des entreprises privées. Et je me demandais même si vous aviez des recours juridiques contre des concurrents qui pourraient dire « Ah oui, mais c'est de la concurrence déloyale, ils bénéficient d'un soutien des pouvoirs publics, de subventions, et ils utilisent un modèle qui… » Alors, vous avez expliqué que vous ne faites pas de bénéfices. Ce qui me fait poser une autre question, mais alors quel intérêt vous avez à vous poser autant de problèmes pour juste défendre quelques valeurs, parce que j'imagine que vous avez des activités professionnelles par ailleurs qui vous prennent aussi beaucoup de temps, d'énergie et de tracas. Donc, est-ce que ces valeurs sont aussi fortes pour permettre de compenser les soucis et l'absence de gains? Ça, c'est une question parallèle. Mais je me demandais effectivement si, d'un point de vue juridique, il n'y avait pas des recours qui étaient faits par des entreprises qui pourraient occuper vos créneaux, qui pourraient justement travailler sur ces interstices en faisant du bénéfice et en proposant parfois même des projets peut-être plus aboutis qui pourraient intéresser davantage les propriétaires privés ou les propriétaires publics. Donc voilà, je voulais savoir si est-ce que vous êtes vraiment dans une économie de transition encore un peu sociale, ou est-ce qu'on est déjà dans un vrai modèle économique rentabilisable?
Oui. Alors, là où on est à zéro, c'est sur le modèle économique de la friche elle-même. C'est-à-dire que, en gros, le montant des redevances paye les fluides et un équivalent temps plein, un ETP, qui est un salarié d'intermède, qui peut travailler à la marge sur d'autres projets. Du coup, là, il y a un truc qui joue. Mais par contre, on fait des études de faisabilité, tout ce qui est les études amont, etc., c'est des choses qu'on nous paye. Donc, en fait, c'est juste sur le modèle d'occupation de la friche, on est à zéro, voire moins, voire un petit peu plus, mais c'est souvent réinjecté dans le bâtiment, en fait. Mais Intermed ne fait pas que ça. Donc, sur notre modèle économique, on est plus large on ne fait pas que de la gestion de friche. On fait des études de faisabilité, de l'accompagnement des collectivités locales sur ces questions-là, etc. Donc, c'est en fait, pour nous, activer des tiers-lieux dans des friches, on ne veut pas en faire plus de 4 ou 5. On n'a pas vocation à faire ça partout dans toute la France. Mais par contre, on a vocation à le faire sur des projets qui pour nous ont du sens et qui nous permettent de dire on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Voilà, ça, pour nous, c'est ça. Deuxième point sur pourquoi d'autres entreprises ne pourraient pas nous attaquer, etc. Ben parce qu'on est dans des rapports d'appel d'offres. Hein. On gagne des projets. D'autres auraient pu se mettre sur les rangs. Voilà. La filature, on a gagné dans un consortium beaucoup plus large. Dès le départ, il y a 3-4 ans, c'est un groupement qui a gagné et nous faisions part du groupement et nous étions dans une proposition dès le départ à comment on occuperait, sous quelles conditions, etc. Donc on a gagné ça, y compris sur les marchés publics où on accompagne les collectivités locales, on gagne des appels d'offres. Et puis après, il y a des choses qui se font de gré à gré. Un investisseur privé qui rachète un tenement qui dit moi j'ai envie de travailler avec Intermed, ça on va pas venir nous attaquer là-dessus parce qu'il n'y a pas de dimension concurrentielle, c'est du gré à gré avec un acteur privé. Par contre, on a de plus en plus effectivement deux mondes qui sont en train de se dessiner dans ce monde de l'urbanisme transitoire, on va dire deux chapelles entre guillemets. Il y en a une qui est plutôt tournée clairement ESS, transition, etc. Et je citerai mes concurrents coopérants que sont Plateau Urbain, qui est une coopérative aussi. Hein. Nous aussi, on est une coopérative. Hein, donc, encore une fois, sur le modèle économique de la structure, tous les bénéfices sont réinjectés à l'intérieur. Hein. Une coopérative ne rentre pas dans le modèle économique du marché, enfin, on va dire n'est pas une entreprise capitalistique. Voilà. Plateau Urbain, c'est une coopérative. Entremise à Montréal, c'est une association. Comuna à Bruxelles, c'est une ASBL, c'est une association. Intercalaire à Toulouse, c'est une coopérative. Ma friche urbaine, ici, je crois que c'est une association. Voilà, donc on est aussi, il y a tout un ensemble d'acteurs qui travaillent sur le transitoire qui est intrinsèquement social et solidaire, on va dire. Et puis il y a d'autres qui proposent des solutions de gestion des bâtiments vacants. Vous avez toutes les entreprises de sécurité privée, hein, Securitas, etc., qui, eux, leur beurre, c'est de fermer. Sauf que j'ai vu là récemment qu'avec des panneaux devant qui mettent pour sécuriser votre habitation, nous vous mettons des locataires. Donc ça y est, ils se mettent à faire du transitoire sous couvert de sécurisation des bâtiments. Il y a une petite maison là, à 3 rues de là qui met un gros panneau comme ça. Et puis il y a des structures, on va dire, plus événementielles, on va dire, plus autour de l'événementiel, de la communication, du ludico-festif, qui utilisent les bâtiments vacants, soit pour faire donc, du one-shot. Hein, on a quand même les nuits sonores sur Lyon, c'est du transitoire événementiel, voilà. Mais on a aussi des structures qui se positionnent sur ce sujet-là, dans le Val-de-Saône, sur les anciennes cimenteries, l'ancienne Ikea, où il y a eu une tentative de faire un grand espace ludico-festif, etc. Donc, il y a tout un ensemble en fait, d'acteurs qui sont en train de se structurer, de se positionner. Et oui, ça devient il y a une dimension professionnelle au transitoire, tout à fait. Oui, alors très rapidement, nous, on est. J'avais parlé de ces collectifs matière, collectifs fil de tram.
Et puis, si on observe un petit peu ce qui se passe en Suisse, mais je pense en France, c'est la même chose. De nouveau, il y a toute une série de collectifs qui apparaissent. Ils peuvent être organisés en association, en coopérative, en société anonyme et autres. En ce qui concerne Suisse Rénov', voilà, il y a toute une série de missions dont on aimerait qu'elles soient réplicables, puisque InnoSuisse attend aussi la réplicabilité de ce type de modèle. Je vous donne un exemple très rapide, c'est par exemple d'avoir un collectif qui soit en mesure, quand il y a une déconstruction d'un bâtiment, qui soit en mesure de pouvoir dire qu'est-ce qui peut être réutilisé, recyclé, voilà, réparé et autres. Il n'y a pas ce type de collectif aujourd'hui. Ça pourrait être une des missions, par exemple, de ce collectif matière, parce qu'on a justement dans le consortium, on a toutes les compétences qui sont réunies. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui les colle ensemble, puisque les acteurs de ce consortium appartiennent à des silos qui sont différentes. Voilà, qui sont différentes. Donc l'idée étant de pouvoir transformer tout ça en quelque chose de beaucoup plus voilà, horizontal, et puis avec des missions qu'ils auraient aussi à définir. Puis pour ce faire, on est un peu en avance encore. On voit que l'idée, elle passe bien. Mais on aura un atelier le 3 juillet prochain, justement, pour pouvoir travailler là-dessus. Pierre ? Ouais, donc Pierre Rousset, directeur prospectif dialogue public à la métropole de Lyon, et puis avec j'ai fait un peu d'urbanisme à Saint-Étienne, où il n'y avait pas beaucoup de friches, en fait. Il y en avait juste énormément. Non, en vous écoutant, c'est intéressant, parce que j'ai l'impression, alors il y aurait plein de choses à dire, des points de tension, enfin... là, j'ai noirci des flèches dans tous les sens. Mais oui, il y a quelque chose qui m'interpelle dans la discussion entre Benjamin et Suisse Rénov'. Je vous mets tous les deux, du coup, dans la même team. C'est cette tension qui a été pointée sur cette question de réplicabilité. Et je trouve qu'il y a un truc qui est... Alors, on a beaucoup parlé de modèle, alors qu'en fait, vous avez plutôt, il me semble-t-il, parlé de méthode. En fait, et tu disais, Valérie, qu'il y avait un problème de vocabulaire, mais en fait, moi, j'ai entendu deux méthodes différentes quelque part, et qui se heurtent à l'irréductibilité de chaque situation. Et ce que je trouve intéressant dans cette confrontation, c'est que derrière réplicabilité, j'entends parfois aussi, avec une lecture un peu plus, on va dire, économique, une notion de passage à l'échelle, d'industrialisation, avec ces questions de modèle, de renseigner, etc. Et puis côté Benjamin, un côté un peu plus méthodo, apprentissage, un peu plus artisanal. Moi, je convoquais même la figure Et en même temps, vous êtes tous les deux sur la dimension de bricolage, mais au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire le fait d'être au contact avec les réalités d'un monde fini. Par rapport à une culture où, quelque part, on produit du neuf. On avait une culture du neuf, et là, avec ce monde de contraintes, avec deux clés de lecture différentes, on revient à devoir bricoler, et ce passage à l'échelle du bricolage. Et puis, un questionnement aussi. Donc, je ne sais pas comment vous voyez cette dichotomie entre vos deux modèles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ou est-ce que c'est moi qui fantasme, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se joue dans vos deux grilles de lecture qui est intéressant. Et un autre truc qui me paraît aussi intéressant dans cette espèce de culture vis-à-vis de la ressource, c'est qu'on retrouve aussi, me semble-t-il, et Benjamin parlait, voilà, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, alors que le problème des friches est beaucoup plus, est vraiment antérieur. Enfin, cette culture, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant quand même, c'est que derrière tout ça, il y a une culture du hacking, de l'innovation qui est aussi née avec les outils du numérique, et une culture du travail. Voilà, on va hacker, on va pimper, il y a l'innovation d'usage dedans. Il y a la question de trouver des opportunités. Et je trouve ça assez intéressant aussi de croiser ces approches-là que vous incarnez avec des points d'entrée différents, avec aussi, moi, mon point d'entrée qui est la conduite de politique publique. Et moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus, nos politiques publiques, elles avancent par essai-erreur. Essai-erreur, par expérimentation, essai-erreur. Voilà, donc voilà, ces trois tensions-là, voilà, entre une approche un peu passage à l'échelle d'industrialisation, essai-erreur, choper une forme un peu plus artisanale, on va dire. Ça m'intéresserait de vous écouter sur
sur ce. Christophe parlait d'interstice. Ouais, il y a l'interstice et du croisement là qui me paraît assez fécond. Pardon, j'étais un peu long. Synthétique, parce qu'il nous reste 5 minutes. Alors, super rapidement, j'aurais dû prendre des notes. J'aime beaucoup vos commentaires. En fait, ce qu'a dit Benjamin, ça fait écho par rapport aux propriétaires de friches qui sont avec nous. Je vois vraiment une filiation entre le modèle de Benjamin et puis 3 de nos partenaires. Puis très rapidement, si on pouvait faire une distinction, cette fois-ci forte, c'est que les bâtiments auxquels on a affaire quand c'est des friches, moi je les oppose alors complètement à ce qu'on appelle des hôtels d'entreprise traditionnels qui sont branchés high-tech, exportation et autres. Et puis là, c'est 2 mondes qui sont mais complètement différents. C'est ça qui me frappe, en fait. Oui, moi je pense, enfin, Suisse Rénov, il y a un modèle de modélisation, d'essayer d'attraper un petit peu par le haut l'ensemble de ces éléments-là, mais dès qu'on revient sur l'acteur, le propriétaire, hop, on vient de mon côté en fait. En gros, c'est un petit peu, je vois un peu ça comme ça. Moi, les termes de bricolage et d'artisanat, ça me va très bien en fait. L'idée justement, c'est pas forcément qu'Internet devienne demain l'alpha et l'oméga de la requalification des friches dans toute la France et qu'on réplique un modèle de politique, y compris en lien avec les politiques publiques, qui soit le même partout et où on est à gérer 50 friches. Donc, ce que tu dis me parle, l'innovation d'usage, le hacking urbain, etc. Et si ça pouvait rencontrer effectivement la conduite de politique publique, et ça la rencontre quelque part, ça la rencontre même clairement ici à la métropole de Lyon sur cette dynamique essai-erreur, me paraît super important. Mais je dirais que cette conduite de politique publique par essai-erreur qu'on vit dans l'urbanisme transitoire, les retours sur le BOB, les retours sur les ateliers brillants, etc., qui sont aujourd'hui, ou qu'on nous demande aujourd'hui aussi de modéliser quelque part, enfin en tout cas de renseigner, de capitaliser, etc., pour pas forcément refaire les mêmes erreurs, justement, va questionner la suite de l'histoire, en fait. Parce que si on était dans une temporalité un petit peu d'essai-erreur sur l'urbanisme transitoire jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, le contexte actuel de resserrement des économies des collectivités locales, de tensions ou de réserves électorales autour des échéances à venir, de ressources internes, y compris en termes de RH, qui sont un peu manquantes pour faire toutes ces expérimentations et ces erreurs qui ont été faites aujourd'hui, questionne aujourd'hui, va questionner la suite de l'histoire sur comment les collectivités locales vont se saisir des friches. Et on est à un point, ça fait 10 ans qu'on est sur un point de bascule, mais là je pense qu'on est, en tout cas de manière territoriale sur la métropole de Lyon, dans un vrai point de bascule qui va se jouer dans l'année à venir, à mon avis. Je voulais juste aller dans un commentaire qui va dans la direction du vôtre. Effectivement, en écoutant Benjamin, que je ne connaissais pas avant, une des conclusions que je me suis faite dans mon esprit, ça s'alignait un peu avec la première remarque que vous avez dit. Finalement, on est un peu sur 2 approches, mais dans le même de méthode, pour reprendre vos termes. Et je voulais juste soulever un élément qui est plus en mode question. Je n'ai pas un commentaire affirmatif, mais une question qu'on est en train de se poser également. C'est que par notre méthode, en fait, ça amène à cette collecte de données. Et la question de la collecte de données amène forcément après à qui appartient la donnée. Est-ce que si moi, en tant qu'architecte, propriétaire ou autre, je mets ces informations pour que la plateforme marche, finalement, je donne de mon temps. Est-ce que c'est payant, pas payant, comment on fait? Et on est vraiment sur ce questionnement de cette collecte qui est inhérent à la méthode qu'on a choisie. Et donc, on est pleinement dedans sur la gouvernance de cette donnée, à qui elle appartient, comment on fait pour faire en sorte que cette donnée elle puisse être utilisée sans qu'il y ait le problème de à qui elle appartient. Et on a encore plein d'autres questionnements, mais je voulais juste rebondir sur cet commentaire que vous avez dit. Il amène encore d'autres ouvertures, notamment en termes de données. Des années. Donc merci à vous pour ce partage. Je pense qu'un des enjeux, en tout cas pour nous, de
de ces moments, de ces rencontres, c'est que vous vous rencontriez aussi les uns les autres et que vous puissiez continuer vos dialogues et à faire des choses ensemble au-delà de ces journées. Donc nous sommes ravis d'entendre que Benjamin va peut-être se retrouver en Suisse. Et puis maintenant, peut-être, nous allons vous proposer de passer au repas, mais peut-être une explication sur le déroulé de cet après-midi.